Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Ray, Klaus, Tic et Doc. Ça commence à faire un petit peu long. Eh ben oui, justement, on salue Tic et Doc qui ne sont pas là. Et je salue mon co-animateur pour cette émission, Ray. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre d'Algérie et de ses héros. Nous allons commencer par, comme vous le voyez à l'écran, le général Marcel Bijard, qui est né le 14 février 1916 à Toul, qui est décédé le 18 juin 2010 dans la même ville. C'est un militaire et un politique français. Il a été appelé sous les drapeaux comme homme du Rhin de deuxième classe en 1936 et avoir terminé sa carrière militaire en 1976 comme général de corps d'armée. Oui. Oui, t'inquiète pas, c'est pas grave. Le général Bijard demeure à ce jour le général français le plus décoré de l'armée française au XXe siècle avec 27 citations. Il était ancien résistant, son nom reste associé à la guerre d'Indochine et à celle d'Algérie. Il sera, après sa carrière dans l'armée, secrétaire d'État à la Défense nationale et député. Une fondation portera son nom, qui a été créée le 9 juin 2011. Alors, Marcel Maurice Bijard, fils de Charles Bijard, 1880-1948, aiguilleur à la Compagnie des chemins de fer de l'Est, et de Marie-Sophie Ponceau, 1880-1964, et Bijard est à l'issue de ses études supérieures de Toul, il obtient son brevet d'études élémentaires. Le 6 janvier 1942, il épouse à Nice son ami d'enfance, Gabrielle Grandemange. Il se marie pendant l'invasion, entre la guerre et l'invasion. Marcel Il se marie pendant la guerre entre l'évasion de Marcel Bijard d'Allemagne et avant son départ pour être parachuté dans le maquis. Dans chacun de ses discours ou de ses livres, Bijard cita régulièrement Gaby, son seul et grand amour. Leur unique enfant, Marie-France, née le 13 février 1946. Gaby Bijard est décédée le 4 juillet 2011 à Toul des suites d'une longue maladie. La carrière militaire. Avant la guerre, après avoir travaillé 6 ans à la succursale de Toul de la Société Générale dans laquelle il gravit les échelons, coursier en 1930, puis service des portefeuilles, service des coupons, service des titres, le jeune homme se destina à devenir directeur d'agence bancaire tout en pratiquant la boxe. Bijard effectue un service militaire à Haguenau au sein du 23e régiment d'infanterie de forteresse, incorporé comme soldat de deuxième classe en septembre 1936. Il devint caporal-chef et il est libéré de toutes obligations militaires avec le grade de sergent de réserve en septembre 1938. Pendant la guerre, 6 mois après sa libération devant l'imminence du conflit, il est rappelé le 22 mars 1939 au sein du 23e régiment d'infanterie de forteresse, où il est promu sergent. En septembre 1939, grâce à l'arrivée des réservistes, les bataillons du 23e régiment d'infanterie de forteresse, servent chacun de noyau à la création de nouveaux régiments d'infanterie de forteresse de mobilisation. Bijard est affecté au 79e régiment d'infanterie de forteresse, dans le sous-secteur fortifié de Haufen de la ligne Maginot. Volontaire pour les corps francs, il prend la tête d'un groupe de combat à Trimbach, en Alsace, et devient rapidement sergent-chef puis adjudant à l'âge de 24 ans. Le 25 juin 1940, il est fait prisonnier et passe 18 mois de captivité au Stalag 12A à Limbourg, en Allemagne. C'est sa troisième tentative d'évasion. À sa troisième tentative d'évasion, le 11 novembre 1941, qu'il parviendra à s'évader et à rejoindre la zone libre. Volontaire pour l'AOF, l'Afrique orientale française. Non, occidentale française, oui.
Il est affecté en février 42 au camp de Bandia, près de Thiès, au Sénégal, dans un régiment de tirailleurs sénégalais de l'armée d'armistice. Nommé sous-lieutenant en 43, il est dirigé avec son régiment sur Meknès, au Maroc. Recruté comme parachutiste de l'armée française libre, il effectue une formation avec les commandos britanniques au club des Pins, près d'Alger, durant 3 mois, puis affecté avec le grade fictif de chef de bataillon à la direction générale des services spéciaux avec le titre de délégué militaire départemental. Le commandant Aube, son surnom, est parachuté dans l'Ariège le 8 août 1944 avec trois hommes, afin d'encadrer l'action de la résistance intérieure française. Lors de la libération du département le 22 août 1944, les pertes franco-espagnoles sont de 44 tués et blessés, alors que les pertes allemandes comptent 1420 prisonniers et 230 tués et blessés. Au début de l'année 1945, Bijard crée puis dirige pendant un semestre l'école régionale des cadres de Pilat, près de Bordeaux, destinée à former les officiers issus des forces françaises de l'intérieur, décorés de la Légion d'honneur et du Distinguished Service Order, désolé pour mon accent anglais, ça doit être horrible, une médaille britannique donc, pour ses actions en Ariège. Bijard est nommé capitaine d'active en juin 1945. Au milieu de l'année 1945, le capitaine Bijard est chargé du commandement de la 6e compagnie du 23e régiment d'infanterie coloniale à Villingen, en Allemagne. Désigné pour participer au corps expéditionnaire en Indochine, il débarque à Saïgon le 25 octobre 1945 et participe jusqu'à mars 1946 aux opérations de pacification en Cochinchine. C'est à cette époque que l'on commence à lui donner le surnom de Bruno, qui est son indicatif radio. Le 8 mars 1946, un détachement de la 2e DB et de la 9e division d'infanterie coloniale, dont fait partie le 23e régiment d'infanterie coloniale, débarque à Haiphong au Tonkin. Le 1er juillet 1946, Bijard quitte le 23e RIC et forme à Tuanchau, ça doit pas être comme ça que ça se prononce, au sud-est de Dien Bien Phu, une unité constituée de 4 commandos de 25 volontaires chacun, au sein de bataillon autonome Thaï du lieutenant-colonel Weling Chini. Au retour de ces hommes à métropole mi-octobre 1946, il prend le commandement de la 3e compagnie, constituée de 400 hommes environ. Il quittera l'Indo, c'est l'Indochine, le 17 septembre 1947 et atterrira 3 jours plus tard à Orly. Volontaire pour un second séjour en Indo, Bijard est affecté le 1er février 1948 au 3e bataillon colonial de parachutistes commando sous les ordres du commandant Ayrol à Saint-Brieuc et prend le commandement du groupement de commando para numéro 2 quand le 3e para débarque à Saïgon le 23 novembre. Débarque à Saïgon en novembre 1948. Bijard, qui ne s'entend pas avec son supérieur, parvient à faire détacher son groupement au détachement Amarante du commando romain défaussé à Haiphong. Le 1er octobre 1949, Bijard met sur pied à Sonla le 3e bataillon Thaï, comprenant 2530 hommes répartis en 5 compagnies régulières et 9 compagnies de garde civile et de supplétifs militaires. Relevé de son commandement à la suite d'un différend avec l'administrateur de province, Bijard est muté à Haiduong et prend le 5 avril 1950 le commandement du bataillon de marche indochinois et reçoit en août le drapeau du 1er régiment de tirailleurs tonkinois et décoré de la croix de guerre avec palme. Le 12 novembre 1950, Bijard débarque à Saïgon avec le paquebot La Marseillaise et quitte une nouvelle fois l'Indo. Au printemps 1951, Bijard est affecté à Vannes, en Bretagne, à la demi-brigade coloniale du colonel Gilles et se voit confier le bataillon de passage. En septembre 1951, il obtient le commandement du 6e bataillon de parachutistes coloniaux à Saint-Brieuc. Il a le grade de chef de bataillon en janvier 1952. Le 28 janvier 1952, Bijard, à la tête du 6e BPC, débarque à Haiphong pour un 3e séjour en Indo et prend ses quartiers à Hanoï. Le 16 octobre 1952, le bataillon est parachuté sur Tulé et il affronte durant 8 jours
les régiments des divisions Viet Minh 308 et 312. L'unité se distingue à nouveau lors de la bataille de Nha San. C'est parachutage dans la cuvette de Ban Som le 27 décembre 1952 lors de l'opération Hirondelle sur Lang Song, le 17 juillet 1953 et lors de l'opération Castor sur Dien Bien Phu le 20 novembre 1953. Le 31 décembre 1953, il prend le commandement du GAP numéro 4, constitué du 1er RCP du 6e BPC, et intervient au Moyen-Laos entre Tak Kek et Savanaket, plus ou moins, vers lesquels deux divisions Viet Minh se dirigent. Parachuté le 16 mars 1954, alors que le sort de la bataille de Dien Bien Phu est scellé, le commandant Bijar est nommé lieutenant-colonel lors des combats et devient l'un des héros de la cuvette en combattant avec son bataillon sur les points d'appui Eliane 1 et 2, mais surtout en co-dirigeant les troupes d'intervention du camp retranché avec le colonel Langlais. Le lieutenant-colonel Bijar est fait prisonnier le 7 mai 1954 lors de la chute du camp. Libéré 4 mois plus tard, il quitte définitivement l'Indo le 27 septembre 1954. Maintenant, le 25 octobre 1955, Bijar débarque en Algérie et prend le commandement du 3e bataillon de parachutistes coloniaux dans la région de Constantine. Le 21 février 1956, le bataillon est devenu entre-temps le 3e régiment de parachutistes coloniaux et réalise la première opération héliportée de l'histoire lors de l'opération 744 en Kabylie. Cette méthode est à nouveau employée en mars 1956. Il a mis l'appel en attente. Oui, parce qu'on fait par appel téléphonique, on est confiné. Du coup, je disais, en mars 1956, pour la capture des déserteurs de la 3e compagnie du 3e régiment de tirailleurs algériens, le 16 juillet 1956, dans les Nemencha, Bijar, qui donne l'assaut aux indépendantistes, est gravement blessé d'une balle au thorax. Rapatrié en métropole, il est décoré le 14 juillet 1956 par le président René Coty et reçoit la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. De retour d'Algérie, il échappe le 5 septembre à un attentat et blessé de 2 balles dans l'humérus et une dans le foie. Maintenant, en début 1957, son régiment participe au sein de la 10e division parachutiste du général Massu, dont je vais parler juste après, à la bataille d'Alger. La mission des paras est de ramener la sécurité en ville et de neutraliser les cellules du FLN de l'Arbi Ben Midi, qui ont organisé plusieurs séries d'attentats à la bombe contre des civils dans divers lieux publics d'Algérie entre l'automne 56 et l'été 57. En mars 57, le 3e RPC se rend dans les massifs au sud de Blida et participe aux opérations Atlas et Agunenda durant l'été. Le 3 arrête 90% des combattants du FLN, dont Taleb Abderrahman, le chimiste des attentats de Milk Bar et de la cafétéria de l'automatique. Le régiment relève le 1er régiment de chasseurs paras en juillet 1957 à Alger. La capture de Hassan Gouandrich dit Zerouk, adjoint-chef de la région 2 de la zone autonome d'Alger, retourné par le GRE, aboutit à la neutralisation des 2 responsables. Le GRE, c'est le groupe de renseignement et d'exploitation, un service spécial créé par les services secrets français en 1957. Oui, voilà. Mourad et Ramel, aboutit à la neutralisation des 2 responsables de la zone 2, Mourad et Ramel, mais surtout à celle d'Ali Lapointe et la capture de Yassef Saadi, chef militaire FLN, à l'ensemble de la zone autonome d'Alger. Nommé colonel en janvier 1958, il dirige le 3e RPC qui, avec d'autres, participe à la bataille des frontières janvier-juin. Le 1er avril, le colonel Tranquier le remplace à la tête du 3e RPC où il rejoint Paris où Chaban Delmas, ministre des Armées, lui demande de créer le Centre d'instruction à la pacification et à la contre-guérilla, qui voit le jour fin avril près de Philippeville. Bijar ne participe pas aux événements du 13 mai 1958, mais dans une interview à Paris Presse, il confie ses états d'âme à Jean Lartegui,
ce qui lui vaut le courroux du général Salan et son retour en métropole. Après 4 mois passés à Toul, Bijard repart pour l'Algérie et prend le commandement du secteur de Saïda en Oranie. Le 25 janvier 59, il a sous ses ordres 5000 hommes répartis dans le 8e régiment d'infanterie. Oui, le 14e bataillon de tirailleurs et le 23e et le... Attendez. Ça marche pas. Oui, voilà. Et le 3e RSM, c'est un groupe de DCA, un régiment d'artillerie et 2 groupes mobiles de supplétifs. Quelques avions de reconnaissance et 2 hélicoptères. À la suite d'une rencontre avec De Gaulle le 27 août 1959, il se voit confier le 1er décembre le commandement du secteur de Ain Sefra, soit un effectif de 15 000 hommes. Passant outre son devoir de réserve, il rédige pendant la semaine des barricades en janvier 60 une proclamation qui est reprise par la presse et la radio qui lui coûte son commandement malgré l'intervention du général Gambier. Il sera accusé plus tard d'avoir pratiqué la torture pendant la guerre par l'ancien membre du FLN, par la gauche, mais aussi par d'anciens combattants qui ont fait la guerre à ses côtés, ce qu'il a toujours nié. Voir L'ennemi intime, documentaire dans lequel il témoigne, notamment Paul Ossares, la technique dite crevette Bijard, qui désigne les personnes qui auraient été exécutées en étant jetées depuis un hélicoptère en mer Méditerranée, les pieds coulés dans une bassine de ciment, lors de la guerre d'Algérie. Vous voyez qu'il n'y a pas les mafieux qui le font. Et ça aurait été utilisé, mais reste nié par l'intéressé, qui déclare que dans le contexte de guerre révolutionnaire, la torture est un mal nécessaire, tout en affirmant n'y avoir jamais participé. De juillet 60 à janvier 63, Bijard prend le commandement du 6e régiment d'infanterie, du 6e RIAOM. C'est régiment d'infanterie coloniale, oui. Bon. À Bouar, en République centrafricaine. En République centrafricaine, pardon. Après un bref passage à l'école supérieure de guerre, en juin 63 à juin 64, il prend commandement de la 25e brigade para à Pau le 31 août 64, puis celui de la 20e brigade para à Toulouse. Il accède au grade de général de brigade le 1er août 67. Après une entrevue avec le général de Gaulle, il est nommé au poste de commandant supérieur des forces terrestres au Sénégal et rejoint Dakar le 7 février 68. En juillet 70, Bijard retrouve Paris et est affecté pendant 10 mois à l'état-major du CEMAT. C'est l'état-major. Oui. Le 7 août 71, il prend le commandement des forces françaises présentes dans l'océan Indien à Tananarive et obtient le 1er décembre 71 sa 3e étoile. À la suite des manifestations qui secouent Madagascar en mai 72 et qui conduisirent au départ du président Philibert Tsiranana à son remplacement par le général Gabriel Ramanssoa, il quitte Madagascar le 23 juillet 73 avec l'ensemble des forces françaises du secteur. À son retour en France, il redevient de septembre 73 à février 74 le deuxième adjoint du gouverneur militaire de Paris, premier général de corps d'armée. Le 1er mars 74, il prend le commandement de la 4e région militaire à Bordeaux, soit 40 000 hommes, dont 10 000 paras. Après, il a la vie politique, mais c'est très intéressant, mais moi je fais une vidéo sur les carrières militaires. Je ferai certainement une vidéo sur la carrière politique de Bijard, oui. Après, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons passer à Jacques Massu, qui est né le 5 mai 1908 à Chalon-sur-Marne, dans la Marne, et mort le 26 octobre 2002 à Conflans-sur-Loing, dans le Loiret. Est un militaire français, officier général, compagnon de la Libération, commandant en chef des forces françaises en Allemagne. Il s'illustre notamment dans la colonne Leclerc et la 2e DB durant la Seconde Guerre mondiale. Son rôle dans les conflits coloniaux d'Indochine et surtout d'Algérie est l'objet de controverses historiques, surtout autour de la torture dont il a reconnu l'emploi.
Il est l'arrière-petit-neveu du maréchal Ney. Jacques Massu est né à Chalon-sur-Marne dans une famille d'officiers militaires français. Il a fait ses études au lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris, au collège libre Saint-François de Sales à Gien de 1919 à 1925, puis au Prytanée national militaire de 26 à 28 de La Flèche et entre à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il en sort en 1930, promotion maréchal Foch. Il commence sa carrière militaire comme sous-lieutenant de l'infanterie coloniale dans les colonies du Maroc, du Togo et du Tchad. Il est capitaine en Afrique équatoriale à la tête de la 3e compagnie du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad et de la subdivision militaire du Tibesti. Quant à juin 40, le capitaine Massu répond à l'appel du 10 juin 40 du général de Gaulle et rejoint la France libre aux côtés du gouverneur Félix Éboué. Il participe à la bataille de Fezzan avec la colonne Leclerc, méhariste au Tibesti. Il a transformé son vaisseau du désert en pétrolier pour un rendez-vous de ravitaillement avec les camions de Bagnold le long du Long Range Desert Group qui prenait les forces françaises libres de Leclerc comme passagers. En 1941, il est à la tête du bataillon de marche du Tchad comme lieutenant-colonel à la 2e DB. Il participe aux batailles du théâtre de l'Ouest européen qui le mène au cœur de l'Allemagne nazie après avoir participé à la libération de Paris en août 1944. En septembre 1945, le lieutenant-colonel Massu est placé à la tête du détachement précurseur qui débarque à Saïgon et participe au dégagement de la ville et du sud de l'Indo le 19 décembre 1946. Le Viet Minh s'empare de Hanoï. Le général Leclerc envoie alors au Tonkin le groupement du colonel Massu, qui reprend la ville à l'issue d'une action très brutale. Il inflige de lourdes pertes au Viet Minh, qui ne pouvait lutter contre un groupe parfaitement aguerri par ses campagnes intérieures. Les soldats ayant pour la plupart déjà combattu au sein des FFL ou de l'armée de libération durant la Seconde Guerre mondiale, l'empereur Baodai, c'est Baodai et le nom d'intronisation du prince Nguyen Phuc Vinh Thuy, fils unique de l'empereur Khai Dinh, né le 22 octobre 1913 au palais de Doan, Trang Vien de Hue, et mort le 31 juillet 1997 à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. Il avait exigé que le groupement Massu fût renvoyé à Saïgon et que le colonel, qui ne s'était pas embarrassé de faire des prisonniers, fut immédiatement rapatrié en France. Jacques Massu quitte l'Indochine pour devenir parrain. Il prend d'abord la tête de la première demi-brigade coloniale de commando para en Bretagne de 1947 à 1949. En 1951, il prend le commandement de la 4e brigade d'AOF à Niamey, où est construit sous son autorité le Fort Massu, près de Timia, au cœur de l'Aïr. En 1954, il est affecté en Tunisie comme adjoint au commandement de la 11e division d'infanterie, puis comme commandant de la zone opérationnelle Nord-Okef. En juin 1955, devenu général de brigade, il commande le groupe parachutiste d'intervention, devenu en 1956 la 10e division para, connue par la suite sous le nom de division Massu, avec laquelle il débarque le 6 novembre 1956 à Port Saïd en Égypte lors de l'opération de Suez. Après avoir pris la ville, il combat aux côtés des Britanniques qu'il rejoint pour prendre Ismaïlia. L'opération tourne court à la suite du rappel des troupes par les gouvernements français et britanniques sous la pression conjointe des États-Unis et de l'URSS. En Algérie, il est alors affecté à la tête de la 10e division para le 7 janvier 1957. Le ministre-président de la colonie française Robert Lacoste confie tous les pouvoirs de police à l'armée afin de faire cesser les activités du FLN dans la capitale algérienne. Les 4 régiments de la 10e DP quadrillent alors la ville, employant tous les moyens pour éradiquer les réseaux bombes de Youssef Saadi et trouver ses caches. C'est la bataille d'Alger qui remporte avec des méthodes brutales sous ses ordres officiant notamment Roger Trinquier, théoricien de la guerre subversive dans son ouvrage La guerre moderne, et Paul Ossarès. Ce dernier supervise la mise en place du système de renseignement qui comprend l'usage de la torture et les exécutions sommaires. Bon, c'est la guerre, que voulez-vous. Le général Massu raconte avoir fait lui-même l'expérience de la Gégène.
c'est la torture, quoi. C'est un terme d'argot militaire français désignant un générateur électrique portatif dont l'utilisation première est d'alimenter les radiotéléphones portatifs de campagne. La légende fut utilisée pour torturer des personnes en leur impliquant les électrodes un peu partout. Le 13 mai 58, des manifestations éclatent en Algérie, faisant suite à l'exécution de 3 soldats français par le FLN lors de l'invasion par la foule du siège du gouvernement général. Massu est le seul, grâce à sa popularité, à pouvoir se faire entendre, faute de pouvoir, en rayant le mouvement. Il en prend la tête et fonde un comité de salut public dont il se nomme président et qui exige du président René Coty la création d'un gouvernement de salut public. Cet épisode accélère le retour au pouvoir de De Gaulle afin de mettre fin à la crise de mai 58, dont je ferai certainement une vidéo. En juillet 58, Massu reçoit ses étoiles de général de division et prend en décembre la tête du corps d'armée d'Alger en exerçant simultanément les fonctions de préfet régional pour l'Algérois. En janvier 60, Massu critique la politique du président de la République de Charles de Gaulle en Algérie dans un entretien accordé au Süddeutsche Zeitung de Munich. Bien qu'il démente les propos tenus, il est rappelé à Paris et démis de son poste par le commandement du corps d'armée d'Alger. La nouvelle provoque une réaction violente concrétisée par la semaine des barricades d'Alger. Il ne participe pas au putsch des généraux, dont je ferai une vidéo certainement aussi, du 21 avril 61, conduit par 4 généraux de l'armée française, Maurice Chal, Edmond Jouot et Raoul Salan, et André Zeller. Je ferai une vidéo, je vais parler des 3 premiers juste après, et André Zeller, je ferai certainement un épisode 2 des héros d'Algérie. En septembre 61, il est nommé gouverneur militaire de Metz et commandant de la 6e région militaire. En mars 66, il est nommé commandant en chef des forces françaises en Allemagne en résidence à Baden-Baden, où le 29 mai 68, De Gaulle vient le consulter en plein tourment de mai 68. Son rôle politique à cette occasion est donc controversé. En juillet 59, il quitte ses fonctions dans l'armée d'active et entre dans la 2e section des officiers généraux. Maintenant, nous allons passer au colonel Jean-Bastien Thierry, dit parfois Jean-Marie Bastien Thierry, né le 19 octobre 1927 à Lunéville, dans la Meurthe-et-Moselle, si je ne me trompe pas, oui, Meurthe-et-Moselle. Fusillé le 11 mars 63 au fort d'Ivry, près de Paris, un ingénieur militaire français avait le rang de lieutenant-colonel de l'armée de l'air, connu pour avoir organisé et dirigé l'attentat du Petit Clamart le 22 août 62 dans le but d'assassiner De Gaulle, alors président de la République. Condamné par un tribunal d'exception, la Cour militaire de justice, Jean-Bastien Thierry est passé par les armes par un peloton de sous-officiers français au fort d'Ivry. Il est le dernier condamné à mort à avoir été fusillé en France. Aîné de 7 enfants d'une famille lorraine de tradition militaire depuis plus de 300 ans, son père, Pierre Bastien Thierry, 1898-1979, est colonel dans l'artillerie et son grand-père a servi comme capitaine de cavalerie. Jean-Bastien Thierry étudie à Nancy puis au lycée privé Sainte-Geneviève afin d'être reçu en 1947 à Polytechnique, diplômé de Supaéro. C'est Supaéro, je regarde tout de suite. C'est l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Il choisit d'entrer dans le corps des ingénieurs militaires de l'air et se spécialise dans les engins RR. Il est promu ingénieur militaire en chef de l'air en 1957. Il conçoit le missile sol-sol Nord-Aviation SS-10 puis le SS-11, utilisé par l'armée française de 1955 à 1962, et également en service dans les armées américaines, désigné MGM-22A et israéliennes durant la crise de Suez en 1956. Selon Jean-Pax Meffray, un chanteur que j'apprécie d'ailleurs, le jeune Bastien Thierry, âgé de 17 ans à la Libération, avait applaudi l'homme du 18 juin le général de Gaulle, défilant à Metz. Son père, fervent gaulliste, l'a renié, ne lui pardonnant pas d'avoir porté atteinte à la vie de Gaulle. Au dernier moment
Cependant, ce vieil officier aurait écrit au président de la République pour implorer la grâce de son fils, mais cette lettre arriva malheureusement trop tard à destination. Postée le samedi, elle parvint au courrier présidentiel le lundi. La Poste. Pas vrai, Ray? Eh oui, mais bon. La cadette de ses filles, Agnès de Marnac, explique le geste de son père par la psychogénéalogie. Psychogénéalogie, une pratique clinique développée dans les années 70 par Anne Anselin Schutzenberger, selon laquelle les événements, les traumatismes, les secrets et les conflits vécus par les ascendants d'un individu conditionnent les faiblesses constitutionnelles. Ouais. Bastien Thierry aurait fait le sacrifice de sa vie pour racheter la faute de son ancêtre Claude-Ambroise Régnier, duc de Massa et ministre de la Justice de Napoléon Ier, ayant condamné à mort un innocent lors de l'affaire du duc d'Enghien. Désolé, j'ai fait tomber quelque chose par terre. Initialement gaulliste, Jean-Bastien Thierry s'oppose à De Gaulle à partir de septembre 59 à la suite de son discours de celui-ci sur l'autodétermination de l'Algérie. Il considère dès lors De Gaulle comme un dictateur ayant des vues sur l'évolution historique très proche du marxisme et croyant inévitable du triomphe final du communisme. Eh bien, si De Gaulle est communiste, eh bien, et dont l'action conduit à livrer l'Algérie puis toute l'Afrique au communisme. Ouais. Bien que j'adore Jean-Bastien Thierry, je doute de ça, mais bon. Partisan de l'Algérie française, il perçoit la séparation avec l'Algérie comme plus grave encore que celle avec l'Alsace-Lorraine. Puis, pour lui, entre autres choses, la politique algérienne de Gaulle est un crime contre l'humanité. Elle n'est qu'ignominie et déshonneur. Position que Jean Lacouture, dans sa biographie consacrée au général, résume ainsi. Désormais, pour lui, l'homme qui livre cette fraction du territoire national est l'arabo-communisme et l'antécrisme. Eh ben, dis donc. Après avoir organisé l'attentat de Pont-sur-Seine le 8 septembre 61 contre De Gaulle et avoir eu recours à de multiples tentatives, toutes déjouées par les services de sécurité, il organise celui du Petit Clamart le 22 août 62. Tu connais l'attentat du Petit Clamart? Il estimait trouver dans les propos de saint Thomas d'Aquin sur la légitimité que peut avoir, dans certains cas, le tyrannicide. Les éléments susceptibles de concilier son projet meurtrier et sa foi catholique. Il déclare entre autres lors de son procès: « Nous étions sincèrement partisans de l'Algérie française, mais nous concevions qu'il y ait eu d'autres solutions pour l'avenir algérien, solutions pouvant être défendues de façon honnête et sincère. L'impératif absolu étant de faire respecter la vie, la liberté et le bien des millions de Français de souche, de Français et de Français musulmans vivant sur cette terre. Il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de vent de l'histoire, car ce qui fait l'histoire, selon notre conception occidentale et chrétienne, qui est vérifiée dans tous les faits historiques, c'est la volonté des hommes, c'est l'intelligence des hommes, ce sont leurs passions, bonnes ou mauvaises. Nous n'avons pas à nous justifier devant notre juridiction d'avoir accompli l'un des devoirs les plus sacrés de l'homme, le devoir de défendre des victimes d'une politique barbare et insensée. Devant l'histoire, devant nos concitoyens, devant nos enfants, nous proclamons notre innocence, car nous n'avons fait que mettre en pratique la grande et éternelle loi de la solidarité entre les hommes. » Fin de citation. Arrêté le 17 septembre 62 à son retour d'une mission scientifique en Grande-Bretagne, il est inculpé devant la Cour militaire de justice. Présidée par le général Roger Gardet, l'existence de cette cour militaire de justice est déclarée illégale par le grand arrêt du Conseil d'État le 19 octobre 62 au motif qu'elle porte atteinte aux principes généraux du droit, notamment par l'absence de tout recours contre ces décisions. Le gouvernement initie le vote par le Parlement de la loi du 20 février 63 qui prolongea l'existence de cette cour pour juger les affaires en cours, dont le cas de l'accusé principal du complot. Son procès se déroule le 28 janvier au 4 mars 63 au fort de Vincennes. Ses avocats sont maître Dupuis, maître Le Corollet et maître Isoni et maître
Tixier-Vignancourt. Parmi les témoins cités par la défense, un autre polytechnicien, Jean-Charles Gilles Messany, ingénieur spécialisé en aéronautique comme lui, et d'une promotion voisine comme système de défense. Bastien Thierry veut faire le procès du général de Gaulle. Début de citation. Remettant en question à la fois les fondements de la République, qualifié d'état de fait, l'ensemble de la politique algérienne du général, qualifié de génocide de la population européenne et le pouvoir tyrannique du chef d'État, c'était la légitimité tout entière de l'homme qui n'avait pu tuer physiquement que Bastien Thierry, prétendait anéantir moralement, allant même jusqu'à s'assimiler lui, au colonel Klaus von Stauffenberg, qui, le 24 juillet 1944, avait tenté d'assassiner Hitler. Il déclare ainsi, lors de son procès, en plus, ces officiers allemands ont dû aussi être douloureusement frappés par le génocide hitlérien des Juifs, comme nous le sommes par le génocide gaulliste des Français musulmans. Ils ont dû être soulevés au plus profond d'eux-mêmes par l'horreur des camps de concentration nazis, comme nous l'avons été par l'horreur des camps de détention qui existent aujourd'hui en Algérie, avec la complicité du pouvoir de fait. Cependant, ce mode de défense se révèle relativement incohérent car l'accusé prétend devant le tribunal n'avoir pas voulu tuer de Gaulle, mais le faire prisonnier pour qu'il soit jugé. Tandis que tous les autres prévenus reconnaissent que la finalité de l'opération était bien la mort du chef de l'État. Jean-Marie Bastien Thierry, tout en alléguant que le tyrannicide était justifié par saint Thomas d'Aquin et qu'un confesseur l'en avait par avance absous, soutenait que le mitraillage en règle d'un véhicule criblé de 14 projectiles qui avait servi de cible à 180 balles tirées sur lui par 11 tueurs, le 22 août 62 entre 20h09 et 20h10, au Petit Clamart, n'avait pour l'objectif que de s'assurer que la personne du chef de l'État. Il est donc condamné à mort en tant que commanditaire de cette tentative d'assassinat, tout comme les tireurs du commando. Il est déchu de son titre de chevalier de la Légion d'honneur et emprisonné à la prison de Fresnes, au quartier des condamnés à mort. Les deux tireurs obtiennent grâce du président de la République, mais le général de Gaulle refuse celle de l'ingénieur militaire à rang de lieutenant-colonel. Bastien Thierry, décision qu'il applique par 4 raisons. Bastien Thierry a fait tirer sur une voiture dans laquelle il savait qu'il y avait une femme mis en danger de mort des innocents, dont 3 enfants, qui se trouvaient dans la voiture circulant sur l'autre voie et placés sur la trajectoire des coups de feu. Il a payé des étrangers à l'affaire pour tuer le chef d'État et contrairement aux autres membres du commando, il n'avait pas pris de risque direct. Du moins, le moins que l'on puisse dire est qu'il n'était pas au centre de l'action, dit-il. Le lendemain de la condamnation, le banquier Henri Lafont, ancien résistant et conseiller économique de Gaulle, qui venait de lui rendre visite à l'Élysée, est assassiné devant son domicile Neuilly-sur-Seine de 3 coups de pistolet par Jean de Brême. Jean de Brême qui est né le 2 août 1935 dans le 16e arrondissement de Paris, tué par la police le 18 avril 1963 dans le 5e arrondissement de Paris, est un journaliste, officier para et militant de l'OS, qui lui crie avant de tirer de la part de Jean-Bastien Thierry. Lafont, ancien soutien financier de l'OS, je referai une vidéo sur l'OS, avait refusé de témoigner en faveur des accusés de l'attentat. Suivant les règles des condamnations à mort par la cour militaire, l'ingénieur militaire à rang de colonel, le lieutenant-colonel Jean-Bastien Thierry fut fusillé devant le peloton d'exécution au Fort d'Ivry le 11 mars 1963 à 6h39. Une semaine après que le verdict a été rendu, ce sera avec Bougrenet de la Tocnaille et Prévost, le dernier condamné à mort par une cour militaire. Ceux-ci ayant été graciés, ce sera le dernier condamné à être fusillé en France. Son corps fut d'abord inhumé au cimetière parisien de Thiers, fut ensuite transféré au cimetière de Bourg-la-Reine le samedi Saint, le 13 avril 1963, suivant son exécution. Une considération médicale aurait néanmoins pu obtenir cette grâce. Bastien Thierry aurait séjourné plusieurs mois dans une maison de santé pour dérangement intellectuel, nervosité excessive et manque d'équilibre dû à sa grande fatigue. De Gaulle demanda confirmation auprès de Maître Dupuy, l'un de ses avocats, mais par décision du condamné, la demande de recours à grâce n'en fit pas
état. D'ailleurs, l'expertise psychiatrique, peu après son arrestation, n'avait pas décelé de troubles mentaux et avait conclu il n'existe pas de tendance dépressive, même liée à sa situation actuelle. Il n'est absolument pas un passionné au sens psychiatrique du terme, ni un exalté. Dans une vidéo journal de bord sur son site personnel en date du... Ah oui, non, là je m'égare. Maintenant, nous allons parler de Roger de Gueldre, né le 19 mai 1925 à Louvroy, dans le Nord, à quelques kilomètres de la frontière belge, et fusillé au fort d'Ivry, dans la région parisienne, le 6 juillet 62, est un lieutenant du 1er régiment étranger de parachutistes, déserteur à la suite du putsch des généraux en 61 pour rejoindre l'organisation armée secrète, l'OS, et créateur des commandos Delta. Je referai une vidéo sur tous ces sujets qui sont passionnants. Il est condamné à mort le 28 juin 62 par la Cour militaire de justice. Né dans une famille ouvrière d'un père cheminot et d'une mère au foyer, il fuit avec sa famille l'occupation allemande en 40 et se réfugie en zone libre dans le sud. Comment? Oui. De Gueldre. C'était pas un général, c'est un lieutenant. Oui. De rien. Oui. Il quitte il fuit l'occupation allemande avec sa famille en 40 pour un réfugié en zone libre dans le sud de la France en 42. Le jeune Roger de Gueldre remonte dans le nord de la France pour entrer clandestinement dans la zone occupée et s'engager dans le maquis auprès des partisans communistes dans les francs-tireurs et partisans, les FTP, aux côtés de Roger Pannequin, le commandant Marc, sous l'occupation allemande. À la Libération, il s'engage dans la 10e division d'infanterie motorisée qui participe à la réduction de la poche de Colmar en janvier 1945, puis dans la Légion étrangère sous l'identité de Roger Le Gueldre, tout d'abord, né le 18 septembre 25 à Gruyère, Fribourg, en Confédération suisse. Par décision ministérielle, il reprend son identité le 18 septembre 1955. Il gagne ses galons de sous-officier en Ando au 1er régiment étranger de cavalerie, en étant décoré de la médaille militaire pour acte de courage. Il a porté secours au capitaine Blinière et au sous-lieutenant Bouteau sous le feu ennemi. Pendant l'Indo, il est décoré de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Après la chute de Dien Bien Phu, il est muté au 1er bataillon étranger de parachutistes, l'ancêtre du 1er régiment étranger. Il participe au conflit algérien où il est officier et nommé chevalier de la Légion d'honneur. Pendant la semaine des barricades à Alger en janvier 60, il est présent avec son régiment engagé dans la défense de l'Algérie française. Il est alors soupçonné d'avoir participé au complot avorté de décembre 60 contre De Gaulle. Peu après sa visite en Algérie, il est muté au 4e régiment étranger d'infanterie, à Niant. Niant les faits et convaincu de la nécessité de la lutte armée, il passe alors dans la clandestinité le 11 décembre 60. En 61, il est le créateur et responsable des commandos Delta de l'organisation armée secrète. Comme je l'ai dit, je referai une vidéo. Le 15 mars 62, à 10h45, un commando Delta pénètre au centre social de Château-Royal dans la commune d'Elbiard près d'Alger. Dans la salle de réunion étaient rassemblés 6 dirigeants des centres sociaux qui furent alignés contre un mur de la cour et assassinés. Ces victimes étaient Marcel Basset, directeur du centre de formation de l'éducation de base à Tixeren, Robert Aymar, ancien instituteur et chef de bureau d'études pédagogiques au CSE, Mouloud Ferraoun, directeur adjoint au chef de service des CSE, ancien instituteur et écrivain, et Ali Amouten, inspecteur de l'éducation nationale, directeur adjoint au CSE et ancien institut. Max Marchand, inspecteur d'académie, chef de service au CSE et ancien institut. Salah Ould Aoudia, ancien institut inspecteur des centres de la région Alger-Est. De Gueldre a prononcé une phrase restée célèbre et reprise par des compagnons de l'OS.
Qu'importe qu'on gagne ou qu'on perde, l'essentiel est de se battre. Il est arrêté le 7 avril 62, condamné à mort puis fusillé le 6 juillet 62 au Fort d'Ivry. Une balle seulement sur 11 du peloton d'exécution l'atteint. Le sous-officier chargé de lui donner le coup de grâce s'y reprendra à 6 fois et devra aller chercher un second revolver avant que De Gueldre ne meure. T'as entendu, Ray? Ray, ça fait beaucoup. Oui, oui. Oh, tu peux parler, ça m'est égal. Bon, il s'y reprendra 6 fois et devra aller chercher un second revolver avant que De Gueldre ne meure. Les 3 premiers officiers ayant refusé l'ordre de former le peloton d'exécution, les capitaines Jean de Balby, de Vernon, Michel Cabane et Michel Martet du 501e régiment de chars de combat de Rambouillet, sont sanctionnés, rayés des cadres et mis aux arrêts. Les officiers suivants qui ont refusé l'ordre ont également été sanctionnés. Le général de l'Armina, président de la Cour militaire de justice, chargé de juger les participants au putsch d'Alger d'avril 61, se sera suicidé pour ne pas obtempérer à l'ordre de De Gaulle de faire fusiller le lieutenant de Gueldre. Sa compagne Nicole Bessineau, fille du général Paul Gardy, également condamnée à mort, épouse de Michel Bessineau, s'enfuit en 63 avec toute la famille Gardy en Argentine. L'Argentine leur offre alors des terres à Mission Tacagle, plus ou moins, dans la région de Formosa, excusez-moi mon accent espagnol horrible, près du Paraguay. Alors, Roger de Gueldre est titulaire de 9 citations. Chevalier de la Légion d'honneur, médaille militaire, croix des TOE avec une palme et 6 étoiles, croix de la valeur militaire avec 2 palmes, la Legion of Merit, c'est la Legion of Merit, c'est une décoration militaire des États-Unis créée le 20 juillet 1942 et décernée pour conduite exceptionnelle en période de guerre. Elle peut être remise aussi aux citoyens américains qu'à des étrangers qui ont combattu avec eux, au grade de commandeur. Oui, en quelque sorte. Oui, oui. Et après, un chanteur que j'adore, Jean-Pax Meffray, a composé en son honneur une chanson, Lieutenant de Gueldre, parue en 68 sous le pseudo de Jean-Noël Michelet pour la chanson et de Jean-Pax Meffray pour le récit de l'exécution. Le refrain est Je ne vous garde pas rancune, je vous plains. Et la conclusion, la Cour militaire d'injustice, le 8 juillet 62, a donné ordre à sa milice d'assassiner ce valeureux. Chaque fois que j'entends ces paroles, ça me donne des frissons. Après, nous allons passer au général Salan. Général Salan, Raoul Salan, qui est né le 10 juin 1899 à Roquecourbe, dans le Tarn. Eh oui. Ah là, je fais Salan, après je fais Châle, et après je fais Jouot. Oui. On est déjà à 48 minutes. Oui. Bon, du coup. Ah oui, fais-toi plaisir. Ouais. Ah, petite question, t'as toutes les informations sur tes engins. On va pas faire les 300. Oh, et encore. Bon, je disais, il est né à Roquecourbe dans le Tarn, est mort le 3 juillet 84 à Paris. C'est un général français, le militaire le plus décoré de France. Son état de service part de 1917 à 1960 où il prend sa retraite. Il participe au putsch des généraux en 61. Attends,
Mais non, c'est pas possible. Il prend sa retraite en 60, alors qu'il fait le putsch des généraux en 61. Bon, peut-être qu'il fait le putsch, mais qu'il était quand même à la retraite et il a pris du service. Bon. Il est également le chef de l'organisation armée secrète qui lutte pour le maintien du statu quo de l'Algérie française. Il est condamné à la prison à perpétuité, puis amnistié en 68 et réintégré dans le corps des officiers. Il passe à Roquecourbe une enfance tranquille et heureuse, une enfance en pleine nature. Son père ayant accepté un poste de fonctionnaire à Nîmes comme chef de poste des contributions indirectes, il est élève du lycée de Nîmes et obtient une bourse nationale. Il entre à Saint-Cyr avec une dispense d'âge en 17. Son frère Georges Salan, ancien résistant et militant communiste, médecin de profession, vit de son cabinet nîmois plastiqué par un commando de l'OAS le 21 janvier 61, alors qu'il revient en métropole en avril 37 avec son fils Victor, né hors mariage, le 23 mars 32 à Mongsing au Laos, sur le paquebot Chenonceau. Il y fait la connaissance de Lucienne Bouguin, une fille d'hôtelier de Vichy, alors séparée de son mari plus âgé, un administrateur colonial. Salan l'épouse en mars 39, à presque 40 ans. Le couple a 2 enfants, Hugues, né le 30 juin 43 à Dakar, au Sénégal, et qui meurt un an plus tard, le 1er juillet 44, le 1er juin 44 à Alger. Et Dominique, né le 15 mars 46 à Hanoï. Cette dernière a été rapatriée en France en septembre 46 sur le navire Maréchal Joffre. Selon sa fille, les modèles du général Salan sont le général Mal Charles Mangin et le général Joseph Gallieni. Pendant la Première Guerre mondiale, engagé pour Saint-Cyr durant la guerre, le 2 août 17, il est admis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Le 21 août 17, dans la promotion Lafayette. Oui, parce qu'à Saint-Cyr, à l'école militaire interarmée et à l'école des sous-officiers, les promotions portent des noms. Il est sorti aspirant le 25 juillet 18. Il est affecté au 5e régiment d'infanterie coloniale à Lyon le 14 août 1918. Chef de section à la 11e compagnie, il participe aux combats dans la région de Verdun, de Saint-Miel, les Éparges, Fort de Boisbourru, Côte de Loire, Cumières le Mont-Rhum. Il est cité à l'ordre de la brigade par l'ordre en date du 29 décembre 18. Il est affecté à l'armée d'occupation en Allemagne jusqu'en mai 1919, puis il retourne à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr le 7 mai 1919, où il est nommé sous-lieutenant à titre définitif. Le 21 septembre 1919 est affecté au régiment d'infanterie coloniale du Maroc, actuel régiment d'infanterie char de marine, à Landau, dans le sud-ouest de l'Allemagne, le 3 décembre 1919. Sur sa demande, il est envoyé au Levant, c'est le Liban et la Syrie, au 17e régiment tirailleur sénégalais, en tant que chef de poste à Radjou en Syrie mandataire. Sur la frontière avec la Turquie, il est promu lieutenant le 11 septembre 1921, grièvement blessé au combat d'Akcham le 24 octobre 21. Il est à nouveau cité à l'ordre de l'armée et nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il est décoré sur son lit d'hôpital à Alep par le général Gouraud, haut commissaire au Levant. Il fait l'objet d'un rapatriement sanitaire le 25 janvier 1922 et soigné à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, puis au Val-de-Grâce. À Paris, il est affecté pendant sa convalescence au 23e régiment d'infanterie coloniale à Paris et désigné sur sa demande pour Landau le 2 janvier 1924. Il est alors affecté au 3e régiment tirailleurs tonkinois comme chef de poste de Nguyen Binh sur la route coloniale 4 au-delà de Kaobang dans le Haut-Tonkin, qu'il rejoint le 15 avril 1924, détaché hors cadre le 14 décembre 1924. Il est délégué administratif du commissaire du gouvernement chef de la province du Haut-Mékong à Mongxing, aux confins de la Chine, de la Birmanie et du Siam. Le 15 avril 25 au 26 mai 28, après son retour à métropole, du 6 juillet 28 au 2 août 29, il assure en position hors cadre l'intérim
du commissaire du gouvernement Lapéronie pour la province du Haut-Mékong à Weisei est promu capitaine le 25 mars 1930 et retourne à Muexing. Attendez, excusez-moi. Ah oui, mais zut. Non, tant pis. Je voulais faire un truc, mais non. Ne vous en occupez pas. Bon, je disais, après son retour à Métropole, au Mékong, il est promu et retourne à Muexing en mars 31. Il y rédige un manuel de lecture de la langue Lu et Yun avec traduction correspondante en langue laotienne. Il quitte l'Indo pour la métropole le 28 avril 33. Il prend le commandement de la compagnie d'essais techniques le 1er décembre 33 et il participe avec cette unité à des manœuvres au Larzac au printemps 34, puis est renvoyé en Indo le 6 octobre 34, où il prend le commandement comme capitaine de la 6e compagnie du 19e régiment mixte d'infanterie coloniale, tout en assumant la fonction de délégué administratif de Dinlap au Tonkin. Avec son fils Victor, âgé de 5 ans, il revient le 8 avril 37 à Métropole. Il est détaché au ministère des Colonies le 1er septembre 37 comme adjoint au chef du 2e bureau du renseignement et est promu au grade de commandant le 22 mars 38 et devient chef du service de renseignement intercolonial qui est en relation quotidienne avec Georges Mandel, ministre des Colonies à partir d'avril 38. Il mène à l'automne 39, après la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, une mission secrète au Caire et à Khartoum d'aide à la résistance abyssine contre l'occupation de l'Éthiopie par les troupes italiennes. Il revient à Paris le 19 novembre 39. Zut, attends, non. Ah, je me suis trompé. J'ai oublié de faire les images. Non, là, il y a Bijard, là, il y a Massu, Bastien Thierry, De Gueldre. Et là, on fait Raoul Salan. Oui, j'ai oublié de passer les images, désolé. C'est pas grave, c'est ma faute. Oui, du coup, je disais, il revient à Paris le 19 novembre 39. En janvier 40, il prend la tête d'un bataillon du 44e régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais. Le 5 juin 40, Salan est avec son bataillon en première ligne sur la Somme lorsque les Allemands déclenchent leur offensive. Après l'encerclement et la défaite des forces françaises et britanniques dans la poche de Dunkerque, je ferai certainement une vidéo sur Dunkerque, il y a des choses à dire. Hein. Quand les Anglais ont tiré sur les Français, mais bon, j'en parlerai. Oui. Il se replie sur ordre avec le reste de son bataillon en menant des actions retardatrices sur la Seine puis sur la Loire. Il est cité 2 fois à l'ordre du régiment par ordre des 12 et 13 juillet 40, puis à l'ordre de l'armée est promu officier de la Légion d'honneur le 21 août 40. Il est ensuite détaché à l'état-major général des colonies, au secrétariat d'État aux colonies à Vichy, le 16 juillet 40. Il est promu lieutenant-colonel le 25 juillet 41. Il est désigné au service il est désigné pour servir en Afrique occidentale française le 24 septembre 41. Le 8 mars 42, après un séjour à Alger, il rejoint Dakar où il est affecté comme chef du 2e bureau au renseignement à l'état-major du général Barrot, commandant supérieur en AOF. En sa compagnie, il effectue une tournée au Sénégal, du Soudan français et de la Guinée. Il rédige avec son équipe et celle du 3e bureau une instruction sur la conduite de la guerre sur les arrières ennemis. Diffusée jusqu'à l'échelon de la compagnie, il est promu colonel le 25 juillet 43. Il est désigné pour continuer ses services en Afrique du Nord et arrivé à Alger le 31 août 43, où il est affecté au 2e bureau de l'état-major de l'armée de terre, chargé de l'action psychologique et de la redirection du journal Combattant 43, dont l'un de ses collaborateurs est le peintre André Hambourg, évincé de son poste par André Le Troquet, commissaire à la guerre et à l'air, pour avoir refusé de publier le compte-rendu d'une conférence de celui-ci permettant de causer l'honneur des celui-ci mettant en cause l'honneur des cadres de l'armée de 39-40. Il est mis à la disposition de la 9e division d'infanterie coloniale, qui existe toujours. Enfin, maintenant c'est infanterie de marine, mais ça existe toujours. Sous les ordres du général Magnan, le 4 mai 44. Il prend le commandement du 9e régiment de tireurs sénégalais en Corse le 30 mai 44. Il rencontre pour la première fois à Bastia
le 16 juin 1944, le général Delattre de Tassigny, qui a demandé à voir le 6e RTS et son colonel. Il participe au débarquement de Provence à la tête de son régiment, avec lequel il débarque le 19 août 1944 au matin sur les plages de Lanartel, dans le Var. Il atteint Toulon le 26 août 1944. Après 6 jours de combats intenses sur l'axe Solliès-Pont, Lafarlède, Lavalette du Var et Toulon, le 6e RTS déplore 587 tués, blessés et disparus. Une citation à l'ordre de l'armée rend hommage à ces actions. Il quitte Toulon le 9 septembre avec son régiment. Oula, on est à 1 heure de vidéo. Il quitte Toulon le 9 septembre avec son régiment, reconstitué par incorporation d'éléments des forces françaises de l'intérieur qui blanchissent progressivement le régiment. Par note, le 13 octobre 1944, le 6e RTS devient le 6e régiment d'infanterie coloniale. Le 14 novembre 1944, le 6e RIC démantèle la résistance allemande dans la poche du Doubs. Le 23 novembre, le régiment est à Plotzheim, dans le sud du Haut-Rhin, alors que les Allemands tiennent de solides têtes de pont sur la rive française du Rhin. Par la suite, ils libèrent Village-Neuf, Huningue, Löschel et l'usine hydroélectrique de Kems. Il est appelé au commandement de l'infanterie de la 9e division d'infanterie coloniale, c'est colonial. Raoul Salam est promu général de brigade le 25 décembre 1944, et le jour de Noël, justement. Il a 45 ans, il participe à la réduction de la poche de Colmar à la fin de janvier et au début de février. Il a décroché. Il est cité à l'ordre de l'armée et promu commandeur de la Légion d'honneur. Le 20 février 1945, il prend le commandement de la 14e division d'infanterie, l'ancienne division du général Delattre de Tassigny, est reconstituée à partir d'unités issues des FFI et FTP, dont la brigade Alsace-Lorraine, aux ordres d'André Malraux. Il termine la guerre sur le front européen de Donaueschingen, dans la forêt noire. Il est cité 2 fois à l'ordre de l'armée, les 29 avril et 2 décembre 1945, pour son action à la tête du 9e RIC et à la tête de l'infanterie de la 9e DIC. Et après, excusez-moi, j'ai dû mettre l'enregistrement en pause pour retrouver Ray qui a coupé. Parce qu'en fait, avec mon téléphone, j'ai un problème. Des fois, ça coupe les appels, oui, c'est embêtant. Mais bon, je m'égare. Du coup, il est cité 2 fois à l'ordre de l'armée, les 29 avril et 2 décembre 1945, pour son action à la tête du 6e RIC et à la tête de l'infanterie coloniale de la 9e DIC. En Indo, en octobre 1945, retour en Indo en tant que commandant des forces françaises de Chine et d'Indochine du Nord. En janvier 1946, il participe aux négociations concernant le départ des troupes chinoises du Tonkin. Puis, en février 1946, il fait la connaissance d'Ho Chi Minh, qui est le chef du Viet Minh, c'est les rebelles indochinois pour l'indépendance. Et de l'avril à mai 1946, il participe aux négociations avec Ho Chi Minh à Dalat. Pas Dallas, hein, c'est Dalat. je plaisante. C'était pas drôle. Bon. De juillet à septembre 1946, il accompagne Ho Chi Minh aux négociations de Fontainebleau. En mai 1947, il commande les troupes françaises dans le nord du Vietnam. Le 1er septembre 1947, il est promu général de division. Après, de février à avril 1948, il assure l'intérim du général Valluy, qui est remplacé par le général Blaiseau, comme commandant et chef en Indochine. Puis du 6 décembre 1950 au 5 janvier 1952, il est adjoint militaire du général Delattre de Tassigny, qui est haut-commissaire en Indochine. Le 1er septembre 1951, il est promu général de corps d'armée. Le 6 janvier 1952 au 8 mai 1953, il est commandant en chef en Indo. Le 6 janvier... Non,
Non, le 1er septembre 51, il est nommé... Ah non, mais j'ai dit ça. Non, de juillet à octobre 54, il est adjoint militaire du général Elie et qui est haut-commissaire en Indo. Le 29 septembre, en désaccord avec le général Elie, il demande et obtient son rappel en France. Le 9 octobre, il quitte l'Indo et est remplacé par le général Pierre-Élie Jacot. L'Algérie, après une intermède parisienne de 54 à 55, le général Salan est nommé le 12 novembre 56 au commandement supérieur interarmé de l'Algérie, l'Algérie qui est la 10e région militaire, en remplacement du général Henri Loriot qui y prend ses fonctions à Alger le 1er décembre 56. Le 16 janvier 57, un attentat au bazooka est commis contre Salan par l'ORAF, qui est l'Organisation de la résistance de l'Algérie française, qui est un réseau clandestin anti-indépendantiste dirigé par le docteur en médecine René Kovac, et qui rassemble les agents contre-terroristes des unités territoriales durant la guerre d'Algérie. Bon, il coûte la vie au commandant qui coûte la vie au commandement Rodier. Les auteurs de l'attentat étaient les contre-terroristes Philippe Castille, Michel Féchos. Le commanditaire de l'attentat est René Kovac, un médecin algérois militant pour l'Algérie française, qui voulait remplacer Salam par le général Cogny. Le premier étant perçu comme le bradeur de l'Indo et donc de l'Algérie, au même titre que Pierre Mendès France. Castille mit en cause des personnalités de premier plan comme Michel Debré et Jacques Soustel. Tu connais Ray Debré-Soustel, oui. Respectivement sénateur et député gaulliste, ainsi que le député Pascal Arrigui, qui est mais sans apporter de preuves, l'enquête n'aboutit pas. Le 13 mai 58, après la mise à sac du bâtiment de la délégation générale en Algérie par des manifestants, il donne son accord au général Massu pour que celui-ci entre dans le comité de salut public alors formé à Alger. Dans la soirée, le président du conseil démissionnaire, Félix Gaillard, lui délègue les pouvoirs civils et militaires en Algérie. Dans la nuit, Pierre Pflemlin, qui vient d'être investi président du Conseil par l'Assemblée nationale, confirme cette délégation. Le 15 mai, Salan termine avec, devant une foule rassemblée à Alger, un discours par « Vive la France, vive l'Algérie française ». Puis poussé par le gaulliste Léon Delbecq, il ajoute « Vive de Gaulle ». Cette intervention contribue au retour du général de Gaulle qui est nommé président du Conseil. Le 29 mai est investi par l'Assemblée nationale le 1er juin. Le 6 juin, Salan reçoit du général de Gaulle la charge et les attributions de délégué général du gouvernement en Algérie, cumulées avec celles de commandant en chef des forces en Algérie. Le 11 décembre 56, Paul Delouvrier est nommé délégué général et le lendemain, le général Maurice Challe, dont je vais parler juste après, succède au général Salan comme commandant en chef ayant reçu délégation de pouvoir du gouvernement de Gaulle voulant réduire le pouvoir de l'armée coloniale qui a été pétainiste et a presque tous les pouvoirs. Nomme Salan comme inspecteur général de la défense nationale, poste honorifique, puis gouverneur militaire de Paris le 5 février 59. Le général Salan quitte le service actif le 10 juin 60. Il s'installe à Alger avec sa famille le 30 juillet 60. Le 11 septembre 60, le passage à Paris, il se voit notifier l'interdiction de retourner à Alger. Le 26 octobre 60, il donne une conférence de presse à l'hôtel de la gare d'Orsay pour réaffirmer son attachement à l'Algérie française. Et à la fin du mois d'octobre 60, menacé d'arrestation, il s'exile volontairement en Espagne. Il est intéressant de noter la progression de la relation entre les deux hommes entre l'évolution de la relation entre Salan et de Gaulle, oui, qui entre le 24 octobre 58 et le 12 décembre 58, date à laquelle Salan se voit attribuer les fonctions d'inspecteur général de la défense, et à la fin de la mission de délégué général et commandant en chef des forces en Algérie. Le 24 octobre 58, lettre du général de Gaulle à Salan,
de 444 mots, et c'est précis, se terminant par « Soyez, mon cher Salam, bien assuré de mes sentiments de confiance profonde et de sincère amitié ». Le texte contenant 4 fois le nom du général Salam, conférant un ton très personnel, il est intéressant de noter l'insistance sur le mot cessez-le-feu et l'utilisation de supplétifs, non, du superlatif comme trait à chaque fois qu'une nuance négative se dessine. Le ton du courrier reste largement très positif. Le 25 novembre 1958, lettre du général de Gaulle à Salam, qui se terminant par « À bientôt donc, mon cher Salam, croyez-moi votre bien cordialement dévoué ». Pour la première fois, l'intention de mettre fin au poste du général Salam est évoquée, se basant sur le besoin exprimé de mettre en place un effort économique et administratif plus que militaire. Le ton change déjà de façon perceptible. Le 12 décembre 1958, lettre du général de Gaulle à Salam de 212 mots, c'est très précis, lui signalant l'éviction de son poste se terminant par « Veuillez croire, mon cher général, à mes sentiments bien cordiaux ». Le ton était sec et formel. Passant de rapports de sincère amitié à des sentiments cordiaux avec sa hiérarchie, en moins de 3 mois, le général Salam passe d'un poste hautement opérationnel à un poste purement honorifique. Partisan de l'Algérie française, Salam dirige l'OAS après l'échec du putsch des généraux en 1961. Il est condamné à mort le 11 juillet 1961. Il est arrêté à Alger le 20 avril 1962 après un an de clandestinité et condamné à la détention à perpétuité le 23 mai 1962. Il est libéré par grâce présidentielle à la suite des événements de mai 1968. Il me semble qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus. Oui. Oui. Le 20... Oui, pourquoi pas. Mais enfin. Le 25 avril 1961, durant le putsch d'Alger, il adresse un communiqué radio visant à mobiliser 8 classes d'Algériens et de reconstituer les unités territoriales dissoutes après la semaine des barricades de janvier 60. Le 11 septembre 61, entre-temps devenu chef de l'OAS, il envoie une lettre parlementaire reformulant sa demande d'avril. Conscient de la partie sur le terrain était jouée, refusant de fuir au Portugal comme on lui conseillait, Salam dira que son départ d'Algérie aurait porté aux Européens d'Algérie un coup dont il ne se serait plus relevé. Il lui restait une dernière carte à jouer, afin de renverser l'équilibre des forces, une alliance avec le rival ennemi du FLN, c'est-à-dire le mouvement national algérien dirigé par Messali Hadj. L'OAS veut maintenir l'autorité des Français, les messalistes réclament l'indépendance sous certaines conditions dictées par eux, mais admettent la possibilité pour les des Européens de rester sur le territoire et de participer au développement de l'économie. Ce qui est important, c'est que les deux fronts craignent le FLN pour son intransigeance. Messali Hadj refuse tout contact avec le parti qu'il appelle organisation fasciste, alors que Salam, découragé, adresse une lettre à un groupe de messalistes dissidents, le FAAD, le Front algérien d'action démocratique. Le vendredi 20 avril, Salam descend de son appartement situé au 5e étage et se rend à son bureau, qui se trouve au rez-de-chaussée du même immeuble, c'est-à-dire au 25 rue Desfontaines, où il avait rendez-vous avec Jacques Achard, alias Alpha, chef de l'AS, secteur Orléans-Marine, lui-même chargé de rencontrer le FAAD. Une Peugeot noire remonte le boulevard Saint-Saëns, tourne dans la rue Desfontaines et s'arrête. Les gardes du corps de Salam attendent dans une 403 Grésin, dans cette même rue. Voient un véhicule dans le dans le rétroviseur, mais pensant qu'il s'agit d'un commando Delta, le quartier est encerclé. Jean-Marie Lavanceau, agent infiltré, frappe à la porte de Salam. Jean Ferrandi est une troisième personne soit à l'intérieur. Lavanceau demande où se trouvent les toilettes et au même moment quelqu'un sonne. Ferrandi observe par le Judas et crie « Nous sommes faits ». Salam était pris au piège et avant que ses gardes du corps postés devant l'immeuble ne puissent réagir, les policiers prennent rapidement position en sortant des véhicules blindés. Le chef de l'OAS est bel et bien tombé dans un piège. Une heure plus tard, Alger apprend par un communiqué
par un communiqué de la délégation générale que Salah était arrêté lors d'une banale et routinière recherche d'émetteurs clandestins. Nous savons maintenant que les services secrets ont pendant plus d'un an préparé prudemment des travaux d'approche infiltrés à l'échelon le plus haut de l'OAS. Des agents comme Lou Lavanso, 13 tentatives d'arrestation avaient été infructueuses auparavant. Peu à peu, les magasins de la ville se ferment. Radio Pirate OAS confirme la nouvelle en ces termes. Salah reste l'âme et l'esprit de la résistance française. La lutte continue. Le général Salah est remplacé par le général Paul Gardy, qui est le dernier chef militaire de la branche Algérie de l'OAS. Le procès de Salah s'ouvre le 15 mai 62. L'accusé défendu par maître Tixier Vignancourt. Après avoir revendiqué ses responsabilités à la tête de l'OAS, Salah est condamné le 23 mai par le haut tribunal militaire à la peine de détention criminelle à vie. Ce verdict est considéré par De Gaulle qui souhaite que Salah soit fusillé comme trop clément, ce qui le conduit à dissoudre le tribunal le 27 mai 62, alors que le général Jouot avait été condamné à mort par le même tribunal le 13 avril précédent. Salah est transféré le 8 décembre 62, en même temps que le général Jouot à la prison de Tulle, où sont incarcérés les officiers généraux et supérieurs impliqués dans le combat pour l'Algérie française. Le 29 mai 68, le général de Gaulle, dont le pouvoir vacille en raison des événements de mai 68, se rend secrètement à Baden-Baden et négocie avec le soutien des militaires avec le général Massu. Le 15 juin 68, Salah, dernier occupant de la prison de Tulle, est gracié. Entre 70 et 74, il publie ses mémoires couvrant la période de 18 à 60 sous le titre Fin d'un empire. En 75, il publie Indochine rouge, le message d'Ho Chi Minh. À la suite de l'amnistie votée par le Parlement en 82, il est réintégré dans ses prérogatives de général d'armée et de Grande Croix de la Légion d'honneur. Malade à partir de mai 84, il meurt le 3 juillet 84 à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce. Il repose au cimetière de Vichy. L'inscription sur sa tombe porte seulement, en plus de son prénom, de son nom, de ses années de naissance et de sa mort, la mention soldat de la Grande Guerre. Alors, ses décorations. Il a la Légion d'honneur. Il est fait chevalier le 5 avril 22, officier le 21 août 40, commandeur le 10 février 45, grand officier le 27 octobre 48 et grande croix le 28 août 52. Il a la médaille militaire, la croix de guerre 14-18, la croix de guerre 39-45, croix de guerre 14-18 avec une citation, 39-45 avec 8 citations, croix de guerre des TOE, théâtre d'opération extérieure, avec 7 citations, croix de la valeur militaire avec une citation, croix du combattant volontaire 14-18, croix du combattant, médaille coloniale avec agrafe Extrême-Orient, ordre de l'étoile noire, grande croix, l'ordre de l'étoile noire, pas Star Wars, est institué. Oui, non, t'as pas fait la guerre. Oui, non, mais c'est moi qui te l'ai donné et je l'ai acheté dans un grenier. Alors, t'as pas fait la guerre. L'ordre de l'étoile noire est institué à Porto Novo le 1er décembre 1889 par le roi Tofa, roi de Porto Novo, approuvé et reconnu par le gouvernement français le 30 juillet 1894 après établissement des nouveaux statuts du 30 août 1892. Il avait l'ordre du Dragon d'Annam. Il avait l'ordre royal du Cambodge avec le titre de Grande Croix. Il avait l'ordre du million d'éléphants et du parasol blanc avec le titre de Grande Croix. Il avait l'ordre du mérite civil Thaï, Grande Croix. L'ordre du Dragon d'Annam encore avec Grande Croix à titre civil. L'autre c'est à titre militaire. Il a l'ordre de Nishan Iftikhar avec l'ordre avec Grande Croix. Le Nishan Iftikhar, c'est une médaille tunisienne, honorifique tunisienne souhaitée entre 1835 et 1837 par Mustapha Bey, réellement formalisée au début du règne de son fils et successeur Ahmed Ier Bey, Bey de Tunis de 1837 à 1855.
Ce premier ordre tunisien, en raison de sa date de création, est attribué pour récompense. Il avait l'ordre royal du Cambodge pour officier. Il avait le Wissam Alawite avec la Grande Croix. L'ordre du Wissam ou Alawite est un ordre honorifique marocain créé le 11 janvier 1913, alors sous le nom d'ordre du Wissam Alawite chérifien. Il avait l'ordre de l'étoile d'Anjouan avec Grande Croix. Il avait l'étoile des Comores, Grande Croix, médaille de l'année aéronautique, ordre royal Municéraphon du Cambodge, croix de la bravoure vietnamienne avec une citation, médaille de la défense nationale du Cambodge, médaille commémorative de Syrie-Sicile, ordre du mérite syrien, médaille interalliée 14-18, médaille commémorative de la guerre 14-18, médaille commémorative de la guerre 39-45 avec agrafe Afrique, Italie, France, Allemagne, insigne des blessés militaires, ordre du mérite militaire d'Annam, ordre du règne du roi Savang Vatana, ordre du mérite militaire Thaï, médaille commémorative de la campagne d'Italie de 43 à 44, médaille commémorative de la campagne d'Indochine, médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l'ordre en Afrique du Nord avec agrafe Algérie. Il avait également la Distinguished Service Cross, qui est une médaille américaine. Il était commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Il est de la campagne du Vietnam et mérite militaire Sena J. Assed du Cambodge. En hommage, le 4 mars 2001, la ville de Toulon, dirigée par Jean-Marie Le Chevalier, maire issu du Front National, baptise un carrefour général Raoul Salan, libérateur de Toulon. Le 26 août 1944, en 2005, la municipalité dirigée par Hubert Falco, issu de l'Union pour un mouvement populaire, renomme le carrefour en Colonel Salan, libération de Toulon. Il existe une avenue Général Salan à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, une rue Général Salan à Plotzheim, dans le Haut-Rhin, une place Général Salan à Saint-Seurin-sur-l'Île, dans la Gironde, et une rue Colonel Salan à Solliès-Ville, dans le Var. Raoul Salan est nommé caporal-chef d'honneur de la Légion d'honneur. Nous allons passer maintenant à Maurice Schall. Maurice Schall est un aviateur et général français, né le 5 septembre 1905 à Pontet dans le Vaucluse, et mort le 18 janvier 1979 à Paris. Il est le principal organisateur du putsch des généraux, Alger, le 22 avril 1961. Par contre, ça commence à faire un petit peu long, alors on va juste faire l'Indochine et l'Algérie. Enfin, les guerres après la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça commence à être un petit peu long. En 1947, Schall est muté à l'état-major du général de l'armée de l'air. En 1949, il reçoit comme général de brigade aérienne le commandement de l'armée de l'air dans le protectorat marocain en 1953. Il est nommé directeur de l'école supérieure de guerre aérienne, promu général de division aérienne. Il devient le chef de l'état-major des forces armées en 1955. Après sa nomination comme général d'armée aérienne, il devient le 1er octobre 1958 l'adjoint air du général Raoul Salan durant la guerre d'Algérie. Il fait partie de la délégation française avec Maurice Bourguès-Monoury et Christian Pineau lors de la réunion secrète tripartite de Sèvres, c'est le protocole de Sèvres, qui est le préliminaire à l'opération Mousquetaire. L'opération Mousquetaire, qui est une opération militaire franco-israélo-britannique qui, durant la crise du canal de Suez en 1956, vit des unités de ces pays intervenir pour envahir le canal de Suez nationalisé par le colonel Nasser Raïs de l'Égypte, appelé l'affaire du canal en Europe. Ce qui est organisé en réaction à la nationalisation du canal, comme je l'ai dit, par Gamal Abdel Nasser, colonel et chef d'État égyptien, qui fournissait une aide matérielle au FLN. Après la mutation du général Salan, il le remplace à Alger le 12 décembre 1958. Les opérations contre le FLN suivent alors ce qu'on appelle le plan Schall. Le plan Schall c'est une série d'opérations menées par l'armée française durant l'Algérie du 6 février 1959 au 6 avril
61 à travers le territoire algérien qui avait pour l'objectif de détruire les unités de l'ALN de l'intérieur. En avril 60, il est rappelé à Métropole et jusqu'à sa démission volontaire désapprouvant la politique d'autodétermination algérienne de la France. En janvier 61, il reçoit en tant que commandant-chef Centre-Europe le commandement des forces alliées en Centre-Europe de l'OTAN, dont le quartier général est implanté à Fontainebleau. Le 11 avril 61, De Gaulle donne une conférence de presse dans laquelle il précise que la France ne fera aucun obstacle à la politique d'autodétermination algérienne et de l'Algérie comme un État souverain. Cette conférence décide Charles, sollicité depuis 2 semaines par un petit groupe de colonels en opération en Algérie pour être à la tête du putsch et de rentrer dans le complot le 12 avril. Le 20 avril 61, il s'embarque incognito dans un avion de transport de troupes Nord-Atlas et rejoint l'aéroport d'Alger-Maison-Blanche. Son plan d'action prévoit de rallier l'armée d'Algérie, prendre Alger puis terminer la guerre. Renvoyer à Métropole, les 200 000 appelés du contingent et redéployer les 300 000 soldats de métier afin de mettre De Gaulle au pied du mur. Il s'installe dans la villa de Tagarein, PC des commandos de l'air. Le 22 avril 61, Alger avec ses pairs André Zeller, chargé d'intendance, Edmond Jouot, chargé des relations avec la population et en liaison avec Raoul Salan. Il co-organise avec Jacques Suzinier et participe au putsch des généraux. Au bout des 4 jours et 5 nuits, Charles se rend le coup d'état militaire ayant échoué. Il a été emprisonné à Paris, à la prison de la Santé. Et même en même temps que Zeller, il est condamné le 31 mai 61 par un tribunal militaire à 15 ans de détention et à perdre ses droits civiques. Après avoir été détenu à Clairvaux et Tulle, il est libéré par anticipation le 22 décembre 66 et amnistié par De Gaulle en 68. Il publie ses souvenirs sous le titre Notre révolte et meurt le 18 janvier 79. Son épouse Madeleine Mollard est décédée au Sainte-Marie-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône. Sainte-Marie-de-la-Mer qui est très jolie d'ailleurs, j'y étais. Le 22 août 96, le général Charles est inhumé aux côtés de son épouse au cimetière des Sainte-Marie-de-la-Mer. Les distinctions qu'il avait sont la Grande Croix de la Légion d'honneur, la Croix de guerre 39-45, la Médaille de la Résistance, la Croix de la valeur militaire, le commandeur de la Legion of Merit et le King's Medal of Courage in the Cause of Freedom, médaille américaine, anglaise. Nous allons passer à Edmond Jouot maintenant. C'est Edmond Jules René Jouot, né le 2 avril 1905 à Boussefer, Algérie française. Enfin, voilà. Est mort le 4 septembre 1995 à Royan, et un général d'armée aérienne. Il participe au putsch d'Alger d'avril à 61, ce qui vaut une condamnation à mort, puis une grâce présidentielle en 62. Il est amnistié en 68. Ah, parfait. J'ai le général d'armée aérienne Edmond Jouot, le dernier. Bon, j'en ai fait où? En février 44. Oui, parce que je vais. On est déjà 1h28, ça fait trop long, alors je vais abréger et je vais juste faire la fin de la guerre, l'Indochine, l'Algérie, le putsch des généraux là. En février, ouais, en février 44, il fait une nouvelle tentative pour rejoindre l'Angleterre depuis l'île Chidi à bord du navire le Jouet des Flots. C'est joli comme nom. À l'issue de laquelle Pierre Brossolette et Yves Le Hénaf sont faits prisonniers. Commandant des FFI situé au sud de la Gironde fin août 44, appelé en activité en novembre 44, il prend le commandement du groupe aérien spécial 1-36, puis affecté au commandement des
des transports aériens militaires, colonel en 46. Il est sous-chef d'état-major de l'air en 45 et appelé au commandement de l'air en Tunisie en 48. Promu général de brigade aérienne en 49, il commande les forces aériennes tactiques en Afrique du Nord, puis l'école des mécaniciens de l'armée de l'air en 51. Il est nommé commandant de la première région aérienne, puis désigné auditeur au centre des hautes études militaires en 52. Il est nommé commandant de la première division aérienne, puis commandant des forces armées aériennes françaises en Allemagne. En 54, il est promu général de division aérienne et dirige l'armée de l'air en Indo. De retour en métropole, il est nommé major général de l'armée de l'air depuis le 1er février 55, chef de l'état-major des forces armées de l'air, général de corps aérien en 56. Il prend le commandement de la 5e région aérienne en Algérie en 57 et devient adjoint interarmée au général Raoul Salan, commandant supérieur interarmée en Algérie. Général d'armée aérienne en 58, il est chef d'état-major de l'armée de l'air, puis en 60, inspecteur général. Quoique mis en disponibilité sur sa demande en 60, Jouot est l'un des 4 généraux 5 étoiles organisateurs du coup d'État d'Alger du 22 au 25 avril 61 avec Chal, Salan et Zeller. Après son échec, il vit dans la clandestinité et devient l'adjoint du général Salan à la tête de l'OAS, responsable de la région d'Oran. Arrêté le 25 mars 62, il est condamné à mort le 13 avril 62 par le haut tribunal militaire. Le général Parcio refuse de désigner le peloton d'exécution qu'il aurait dû diriger. Edmond Jouot échappe finalement de très peu à l'exécution. Le général de Gaulle se serait décidé à le gracier après l'intervention de Jean Foyer et en raison des menaces de démission de plusieurs membres du gouvernement. Pompidou, Sidro, Giscard d'Estaing, Louis Jox, Pierre Mesmer et Edgar Pisani. Sa peine de mort est commuée en peine de détention criminelle à perpétuité le 28 novembre 62, après plus de 7 mois passés dans une cellule de condamnés à mort. À la suite de son arrestation, le général Jouot est remplacé à la tête de l'OAS d'Oranie par le général Paul Gardy, libéré de la prison de Tulle en décembre 67, amnistié en 68 et réintégré dans ses grades et prérogatives en 82. Il était Légion d'honneur, chevalier en 31, officier en 40, commandeur en 47 et grand officier de la Légion d'honneur en 52. Il était Croix de guerre 39-45, Croix de guerre des TOE, Croix de la valeur militaire, médaille de la résistance et plein d'autres médailles étrangères que je vais m'empresser de vous chercher. C'est mon ordinateur des fois. Oui, toutes les informations que je vous ai dit sont sur Wikipédia parce que voilà, bon, c'est pas écrit, c'est pas grave. Et puis voilà, nous avons fini cette vidéo qui dure pas moins d'1h33. Et oui, la plus longue. Eh bien, je remercie Ray, nous saluons Tic et Doc qui ne sont pas là. Et abonnez-vous à la chaîne secondaire, à nos réseaux sociaux. Un petit mot, Ray. Comment c'est quoi? Ah oui. Oui, mais de toute façon, tout ce que je fais, c'est de l'excellent travail. Demandez à mes professeurs, tiens. Bon, eh bien, on vous dit au revoir et à la prochaine pour une nouvelle émission.